Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 juin 2023. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec le photographe Franck Seguin pour une grande émission au coin du feu. Alors Franck, si tu veux bien, on aimerait commencer par parler de ton travail au quotidien, l'équipe. Alors tu as plusieurs casquettes, photojournaliste évidemment, mais tu as aussi la lourde responsabilité de la globalité du service photo du journal qui compte pas moins de 9 photographes permanents. On vous propose d'écouter les mots du photographe Alain Mounic, avec qui tu travailles depuis de nombreuses années. Il nous parle de la manière dont il perçoit ton travail à double casquette. On l'écoute. Franck, je le connais depuis plus de 30 ans. C'est quelqu'un de très appréciable. Pour parler du photographe, moi je trouve que c'est quelqu'un de très rigoureux. C'est un excellent illustrateur. Ses images parlent d'elles-mêmes. C'est toujours bien léché, c'est propre. Les lignes sont fuyantes et à la fois sont précises. Je trouve que son travail il est quand même assez remarquable. Et c'est quelqu'un qui est déjà parti d'un très très bon niveau, mais je trouve il s'est amélioré avec le temps. Bien entendu, voilà. Pour parler de Franck, directeur de la photo au sein du journal L'Équipe, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour nous. On est une petite équipe, mais à la fois on est quand même 8 caractères complètement différents. Je sais que parfois il y a des choses qui chagrinent ou des fois on se chafouine un peu entre nous, mais la base est tellement saine et comment dire, et on se dit les choses vraiment réellement. À titre personnel, j'ai un peu plus d'affect avec Franck. Je peux me permettre certaines choses parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on se respecte surtout depuis très longtemps. Quand j'ai besoin d'un conseil, il est là. C'est quand même appréciable. C'est pas notre chef, c'est pas un tyran quoi. J'adore travailler dans ce service. Je m'entends très bien avec tous les photographes et avec Franck. Je sais qu'il est pour quelque chose. Surtout, je le dis, on est quand même 8 caractères assez spéciaux et lui, il est là pour réguler tout ça. Alors Franck, double casquette, employeur-employé. C'est Ouais. qui t'engueule du coup quand tu rates ton coup? Bon, personne. C'est Bah si, il y a Alain qu'on vient d'entendre. C'est d'autant plus appréciable. Ouais, non, mais les photographes ne se gênent pas pour me dire que ça va pas ou si les choses vont pas ou s'ils sont pas contents. Et ils ont raison d'ailleurs. C'est comme ça qu'on va améliorer les choses et améliorer leurs conditions de travail et améliorer la qualité de notre travail. Donc, on, oui, j'ai bien sûr des réflexions. Donc, et j'en tiens compte. Je suis pour le dialogue. Je suis pour qu'on parle franchement des choses, même si c'est parfois désagréable. Et, euh, et donc, j'essaie de manager dans ce sens-là, en dialoguant, et pas du tout dans la répression. Moi, l'histoire de dire pourquoi t'as pas fait cette photo, je la prononce jamais parce qu'il fallait que j'en parle avant à ce moment-là. Si je veux reprocher quelque chose, c'est que j'en ai pas parlé avant ou qu'on n'en a pas parlé avant, donc ça sert à rien la leçon du lendemain. Il parle de très fort caractère, Alain Mounic, au sein des photographes. Quelles sont les qualités qui sont requises finalement pour faire partie du staff de photographes à l'équipe? Un très fort caractère, une grosse personnalité. On est toujours confronté à des interdits. Mettez-vous là, pas là-bas. Alors qu'un photographe, c'est je me mets là où je peux faire la même photo. Donc, c'est pas là où ça va arranger la plupart des gens. C'est un travail qui demande de l'engagement physique. Donc, il faut être résistant à la fatigue. Il faut avoir un mental. Donc, évidemment, quand tu as ces qualités-là, t'es pas facile à manager. Et pour cause. Et c'est important de ne pas être facile à manager, puisque quand tu es seul sur le terrain, et la plupart du temps, tu es seul sur le terrain, tu dois aller contre des interdits ou des obstacles, et tu es tout seul pour les franchir. Donc, moi, mon boulot, c'est d'essayer qu'ils se trouvent dans les meilleures conditions pour travailler. Et au plus ils sont hargneux, au plus ils sont vindicatifs, au mieux c'est.
pour le journal. Et finalement, parmi ton équipe de 9 photographes permanents, ce qui est quand même relativement, voire totalement rare pour une rédaction comme celle-là, est-ce que chacun d'entre eux a sa spécialité ou finalement ce que tu attends d'un photographe qui rejoint tes équipes, c'est une polyvalence totale et être capable de s'adapter à n'importe quel type de sport, n'importe quelle condition. Voilà, est-ce que chacun a son petit comment on dit Précaré. précaré, voilà, merci Benjamin. Ouais, alors tu soulignes qu'on est 9, on vient d'engager Alex Sirio. Il est Une nouvellement... signature qu'on voit régulièrement dans l'équipe. Oui, il a été 20 ans pigiste. C'est énorme, hein. Mais 20 ans pigiste régulier, mais il est donc été engagé il y a peu de temps. Je l'ai encore eu au téléphone hier soir, il était en Allemagne sur une compétition de hand. Évidemment, tous les photographes du staff, l'équipe, doivent savoir tout faire. Ça, c'est la condition sine qua non. Tu peux pas dire, ah bah non, je vais pas aller là-bas, je sais pas le faire. Ça, c'est interdit. Vous devez savoir tout faire, tout comprendre, connaître les stades où vous allez. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup d'expérience. Après, chacun a des précarés, comme tu disais, un petit jardin secret où il est plus à l'aise. Certains, c'est la Formule 1, d'autres, c'est le football. Après, c'est le rugby, Alain Monique. C'est le rugby, grand spécialiste mondial du rugby, un des meilleurs photographes du rugby au monde. Les autres, j'en ai dans le football, Pierre Lahalle, dans le cyclisme, Bernard Papon, Franck Feugère, qui est capable de faire des photos magnifiques sur tous les sports. Natation, Sébastien Bouet, qui brille partout et aussi en portrait. Enfin, chacun a une spécialité, mais tout le monde sait tout faire. Il n'y a pas de femmes dans les photographes à l'équipe? Alors, il y a des pigistes féminines, mais elles sont plus dans le portrait que dans la photo d'action. J'espère que tout ça va évoluer. C'est vrai qu'on manque de jantes féminines. Il y en a dans des sports comme le tennis. Si tu veux, une femme photographe, elle est pas encore au journal, mais elle satellise un sport. Comme une fédé de rugby à une photographe féminine. Il y a des spécialistes de tennis, Corinne Dubreuil, par exemple, pour la nommer, qui sont hyper spécialisés dans le tennis. On avait reçu Corinne. Voilà, Coco, émissions. que j'ai vu à Saint-Mathurin-sur-Loire ce week-end, qui était exposé. Les femmes abordent le sport encore avec un peu de retenue, mais elles font beaucoup de portraits. Elles font du magazine, du reportage magazine, mais de la photo purement sportive, pas assez à mon goût. On va en parler du côté magazine, mais l'équipe, c'est surtout de l'actu chaude au quotidien. Comment tu gères ce stress-là? Parce qu'il y a tout le temps des compétitions. Là, tu parlais du hand, c'était la finale de la Ligue des Champions. Tout à fait. Il y a la finale de la Ligue des Nations le même jour. La veille, il y avait jamais, le bouclier de Brennus. Oui, l'avant-veille, il y avait petit événement. France-Gibraltar. Ce soir, il y a France-Grèce, ouais. Où j'irai d'ailleurs. Si tu veux, tout titre confondu à l'équipe, c'est plus de 1900 reportages par an qu'on gère. Donc j'ai un adjoint, Olivier Clévenot, formidable adjoint qui connaît parfaitement les calendriers sportifs. Je me repose beaucoup sur lui pour tout ce qui est le quotidien. Et disons que je prends en charge tout ce qui est les magazines. Et quand il n'est pas là, je fais le quotidien, bien sûr. Et quand je ne suis pas là, il fait le magazine. Mais donc, on sait aussi tout faire de ce point de vue-là. Et donc, j'ai une petite équipe aussi avec Corinne Daudet, qui est chargée de gestion, qui est en face de nous au bureau et qui régule aussi un peu tout ça, qui nous apporte sa patte, son avis, très important, toujours avoir des avis extérieurs. Faut pas s'enfermer dans un point de vue ou travailler avec des œillères. Hors de ça, moi j'aime bien. Autrement, je pourrais pas être photographe en même temps. J'aime bien me délester de certaines charges auprès de gens en qui j'ai confiance. Je suis aussi beaucoup aidé par mon alter ego à l'iconographie.
François Gilles, Larbiadri, toute cette équipe Icono qui est autour de nous. On travaille tous ensemble. On est à peu près une trentaine au service photo. C'est énorme. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup sur la place de Paris. On reçoit 2000 photos par jour. On fait 2000 photos par jour. Il faut les traiter. Vous archivez tout ? Oui, il faut les indexer, les archiver. Voilà. Donc, c'est une grosse équipe avec des gens qui aiment le sport. Et je pense qu'on a réussi à créer une atmosphère conviviale et de travail qui nous motive tous les uns les autres. Ce qui fait que quand il y en a un qui est moins bien, on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire, même si ce n'était pas prévu que ce soit lui qui le fasse. Alors, évidemment, à l'équipe, donc, il y a tout cet aspect reportage, actualité chaude, mais il y a aussi tout un travail de reportage sur des sujets plus froids, notamment des portraits de sportifs, et pas n'importe lesquels, évidemment, comme par exemple Kylian Mbappé ou Lionel Messi, qui doivent être des moments un peu stressants et compliqués pour les photographes de l'équipe. C'est des gens très importants qui ont très peu de temps, qui ont déjà été photographiés 12 milliards de fois. Comment ça se passe, du coup, une séance de portrait avec des monstres comme ces sportifs-là ? Ça se passe vite. Au moment de la commande, déjà, tu as une petite angoisse. Déjà, qui on va mettre dessus, etc. Donc, ça va dépendre aussi de l'heure du rendez-vous, du lieu, du temps disponible et du titre. Tu ne vas pas mettre le même photographe pour le magazine L'Équipe ou France Football et le journal. On va essayer d'avoir une photo plus magazine pour les magazines et une photo plus, pas réaliste, mais factuelle pour le quotidien, où il faut aller tout de suite au cœur du sujet. Donc là, il y a un choix de photographe à faire. Donc là, c'est mon rôle, ou celui d'Olivier, mon adjoint, de dire, tiens, on met tel ou tel photographe avec l'équipe des directeurs artistiques des magazines. Il y a une équipe de directeurs artistiques et évidemment, eux, ils ont dans la tête un rythme pour leur magazine que moi, je ne connais pas. Je connais à peu près le chemin de fer, mais je ne sais pas quel rythme ils vont mettre. Photo d'action, portrait, une photo où tu vas te reposer, lire un texte, une illustration, etc. Donc eux, ils ont tous cette musique dans la tête et au moment de choisir des photographes, je vais voir les DA et je discute avec eux de savoir qui on pourrait mettre pour imprimer le meilleur rythme à leur magazine ou pour faire la meilleure photo de une, la bonne accroche, etc. La chromie, le style, avec flash, pas de flash, une ombre portée, quelque chose de plus doux. Enfin voilà, on discute de tout ça. À partir du moment où on a fait un choix, on établit une liste de 3-4 photographes et je les appelle dans un ordre donné. S'il n'est pas libre, je passe au suivant, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise « Ouais, chouette, je suis dispo ». Ça peut être un staffé, mais donc ça peut être un photographe pigiste, freelance. Les staffés sont beaucoup pris pour le quotidien quand même. Donc, c'est tous les jours. Et à ce moment-là, je lui fais un pitch de ce qu'il y a à faire. Avec les assistantes, on organise un voyage pour aller faire... donc, des fois, c'est pas très loin, c'est Clairefontaine. Si tu prends Messi, par exemple, on a fait une production vendredi dernier. Pas Messi, pardon, Mbappé. Et donc là, le photographe va à Clairefontaine. Il a rendez-vous avec un rédacteur et le sportif. Et là, clairement, il a 3 minutes. Donc, suivant le style de photographe qu'on a choisi, sachant qu'il n'aurait que peu de temps, etc., connaissant le lieu, on a choisi un type de photographe pour qu'il nous rende la photo la plus vivante possible, qui va être en adéquation avec le papier qui va être écrit et l'interview. Et comment se passe l'interaction avec le sujet dans ces conditions finalement stressantes et très rapides ? Est-ce que tu as le temps de demander 2-3 pauses ? Je crois que tu avais photographié Lionel Messi, par exemple, pour l'obtention de son ballon d'or pour la couve de France Football. Donc, photo qui doit être très, très léchée techniquement. Tu as peu de temps.
Comment ça se passe? Est-ce qu'il demande lui-même à regarder un moment l'image? Est-ce qu'il y a un service de com chez lui qui demande à regarder l'image? Il y a un droit de regard? À aucun moment tu lui parles jusqu'au moment où tu vas faire la photo, en fait. Donc, c'est toujours l'agent d'image. Maintenant, il y a un agent d'image. Pour Messi, c'est 7 ballons d'or. Il y avait l'accord d'aller chez lui pour faire la remise du ballon d'or. Parce que le ballon d'or, tu arrives, tu toques à la porte, voilà, vous avez gagné le ballon d'or. Bon, avant, c'était un peu l'idée. Maintenant, elle est un peu éventée parce que l'agent doit être au courant, le sportif aussi. Donc, il sait quelques jours avant la remise officielle qu'il va recevoir le ballon d'or. Donc là, il était entendu avec ses agents et lui-même qu'on aille chez lui à son domicile pour faire la remise du ballon d'or. Et donc là, avec l'agent d'image, la veille, on va repérer dans la maison tous les endroits où on pourra faire les photos. Là, c'est moi qui fais ces photos, donc l'agent me photographie dans tous les endroits où je désire que Messi soit. Et donc, il fait une photo à l'iPhone et ensuite, le soir même, il me dit « ça, c'est OK, ça, c'est pas OK, ça, c'est… » Après, je demande, par exemple, des vêtements en particulier. Il m'a dit non. Il m'a dit, il viendra, tu verras, tu vas découvrir comment il sera, mais tu peux pas lui imposer une image. Et là, notre dernière exigence, donc toujours quand même avec le directeur de la rédaction de France Football et le directeur artistique, on a demandé à ce qu'il ait tous ses ballons d'or. Comme ils étaient dans un musée à Barcelone, ils ont fait affréter un avion pour faire venir tous les ballons d'or. Du jour au lendemain? Ouais. Pour avoir tous les ballons d'or. Donc, c'est l'avion du club. La facture carbone, oui. Bon. La photo climat, bon, hein. Photo climat, ouais. Ouais, j'y serais pas. Donc, il est là. Donc, t'imagines la photo du gars avec ses 7 ballons d'or. Les 7 ballons d'or, je les mets sur la table de son salon. Il a un énorme canapé. Après, je mets les 7 ballons d'or en vrac sur le canapé avec tous les enfants, le chien, Lionel Messi, son épouse, et je fais des photos. Validées par l'agent d'image et par lui-même la veille, tu vois. Tout ce scénario que j'ai en tête, je peux le mettre je peux le réaliser avec son accord. Et donc là, c'est des moments à la fois très forts. J'ai un peu peur au début, mais très rapidement, ça disparaît. Je suis focalisé sur ma technique, sur ne pas rater ce que j'ai à faire. Est-ce qu'un des coups de flash avec des ballons d'or, ça doit pas être évident? En plus, j'ai choisi de mettre un flash sabot pour être plus mobile dans la maison. L'anecdote, la jolie anecdote très sympa, c'est qu'on frappe à la porte. Bon, il y avait quand même un garde du corps dans la rue, hein. Mais on frappe à la porte et c'est Lionel Messi qui nous reçoit. Il est en chaussettes. Et il nous dit, il faut retirer vos chaussures, hein. C'est du marbre et il ne faut pas salir. Et donc, on est tous en chaussettes. Mais tu racontes des trucs un peu, voilà, un peu surréalistes. Toi, ça fait des années que tu fais ce métier-là, dire des sportifs, t'en as croisé, tu les as découverts, t'as vu comment ils ont évolué. Ils te connaissent, tu les connais. Il y a un peu de relation qui se crée quand même avec certains sportifs où ça reste très pro, très froid, très efficace. C'est quand même pas n'importe quoi quand on a Franck Seguin de l'équipe qui vient faire un portrait, quoi. Je crois qu'ils s'en foutent un peu, Ouais. sincèrement. Mais si, après, Messi, je l'avais fait auparavant dans le cadre du PSG. J'étais allé au Rideau, au camp des loges, le photographier. Donc, il me reconnaissait. Donc, il m'avait déjà vu 1 ou 2 fois et il était content des portraits que j'avais faits au camp des loges. Et son agent aussi. Donc, quand on a dit que c'était moi qui allais faire les photos du Ballon d'Or, il savait qui j'étais et les agents aussi. Donc, il n'y avait pas de crainte. Et quand je suis arrivé, il m'a dit bonjour. Après, on a fait une photo ensemble. Voilà, c'était… il y avait un peu plus que le photographe qui arrive et qui disparaît. Mais tu es déjà devenu ami avec certains sportifs au fil du temps? Guillaume Néry, je suis sûr.
D'autres, C'est ma ref. Évidemment. on parlait de Évidemment. chaussettes ou peut-être des gens Tiens, pieds nus. C'est ma ref, c'est Guillaume. Yannick Noah, par exemple. Ouais, Yannick Noah, j'ai été le photographier pour ses 60 ans et tout. C'est des personnages qui sont intéressants à photographier, c'est sûr. Mais en fait, je passe d'un événement à l'autre et d'un sportif à l'autre. Une autre anecdote avec Usain Bolt, je l'ai fait souvent. Je suis allé en Jamaïque 3 fois pour le faire. Donc, il me reconnaissait. Et un jour, pour le magazine, il faisait un clip et des photos de pub pour la marque la marque Puma, qui est sa marque historique. Et le rédacteur a dit, est-ce que on peut venir avec un photographe et ça sera Franck. Et là, ils ont dit oui. Alors, parce que Puma me connaissait, parce que Usain Bolt, il me reconnaissait dans un paysage familier, ça a permis que je puisse le faire. Voilà, donc après, Bon, c'est des gens T'as pas extrêmement... pris le café, t'as pas fait un barbecue avec lui, quoi. Non, c'est des gens extrêmement sollicités, c'est toujours plutôt très pro. Et non, j'ai pas d'histoire d'amitié avec une énorme star, non. Sous Guillaume Néry. Voilà. Alors, une partie de ton travail en tant que responsable du service photo, bah, ça consiste à gérer la logistique pour les photographes que tu envoies en mission, de manière à ce qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et arriver à produire les images que tu souhaites qu'ils rapportent. Bernard Papon, membre du staff photo à l'équipe, grand spécialiste du cyclisme, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Oui. nous parle de la façon dont il prépare le prochain Tour de France, mais aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu donc l'année prochaine, événement pour lequel tu as réussi à accréditer l'ensemble des photographes du journal. On l'écoute. On est 3 photographes sur le tour, de tous les 3 avoir un boîtier, si ce n'est 2 boîtiers secoués le soir. On appelle Franck, même s'il est en vacances. On lui explique notre problématique et il se débrouille toujours pour nous faire parvenir dès le lendemain par hélico. Alors, c'est pas lui qui prend un hélico, hein, qui nous les emmène en personne. Hein. Il y a des rotations avec ASO, l'organisateur du tour, et il nous colle à l'intérieur 3 boîtiers qu'il a été récupéré dans Paris pour qu'on puisse continuer à exercer notre métier sans être impacté par le manque de matériel. Ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques, on a commencé à l'aborder, mais là aujourd'hui, le rôle de Franck était déjà d'arriver à faire en sorte que tous les photographes staffés soient accrédités, ce qui n'est absolument pas évident parce qu'il y a des quotas par pays. Alors, on a un pays organisateur et on est l'équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les photographes seront accrédités. La Belgique, ils ont 3 photographes accrédités pour l'intégralité du pays dans une discipline. Et nous, on est 9 photographes accrédités sur toutes les disciplines. Donc, déjà, en soi, c'est déjà une belle prouesse. Et maintenant, faut qu'ils se battent avec, à mon avis, la comptabilité. Je suppute que les jeux vont coûter assez cher parce qu'on est censé mettre des gros moyens en œuvre, des moyens qu'on ne met pas habituellement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'installer des robots dans les plafonds de certains sites, mais tout ça a un coût. La ligne financière, c'est c'est ce qui va dépendre de ce qu'on va pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Et ensuite, je crois qu'il va confier à chaque photographe des missions et surtout en amont, certains vont devoir s'octroyer des tâches. Par exemple, je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 photographes qui vont s'occuper de la cérémonie d'ouverture, donc aller repérer les sites, regarder à l'heure où on va avoir la cérémonie d'ouverture, donc à la même date où se situe le soleil, où on se place, essayer de trouver peut-être des appartements dans Paris, puisque ça va traverser Paris, et de trouver des spots super intéressants avec des monuments et à la fois un côté sportif, où c'est assez excitant de préparer un tel événement en France. Bon, tu es déjà dans l'agenda et dans la prod pour les Jeux Olympiques, là? Ah oui, on y est. Dans le combat. On est dans le combat, ouais. Et c'est marrant que Bernard... je l'ai eu avant d'arriver à l'émission. Il me réclamait des batteries pour son flash. Oui, tu t'occupes vraiment de tout. Ouais. Ouais. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut que les photographes ne pensent qu'à photographier. Donc, mon rôle, c'est qu'ils ne pensent qu'à ça et qu'ils soient à l'aise et qu'ils aient le meilleur matos pour le faire.
Ouais, les Jeux Olympiques, on est dedans depuis 1 an. Hein. Et, alors, on est 9 plus 10, plus 1 qui fait 10, et 2 en région. Donc, un photographe à Marseille pour la voile et un photographe pour le surf à Tahiti. Donc, ça fait 12 en fait. On est. Donc, oui, on veut mettre des robots télécommandés dans les plafonds et je veux en mettre un au fond de la piscine. Donc, tout ça, c'est pas la piscine olympique. C'est pas évident. Je travaille avec le CIO pour ces autorisations-là. Et ben, c'est très préoccupant. En gros, si tu veux, par exemple, pour un boîtier télécommandé, il faudra le mettre à 20 jours avant l'événement des Jeux Olympiques et le récupérer après les Jeux Olympiques. Donc, c'est un boîtier qui sera alimenté en permanence et qu'on dirigera à l'aide de la vidéo d'un ordinateur. Non, mais tu vas le mettre 20 jours avant, sous l'eau? Oui, voilà. C'est-à-dire que la piscine, elle est vide 20 jours avant l'événement. L'eau. Ah non, mais vide. Non, tu vas dans l'eau physiquement. Ah oui. Non, tu vas physiquement dans l'eau le mettre. Oui, tu la mets au fond de la piscine, quoi. Et après, il y a des. Je crois qu'il y avait des petits dômes. Alors, le boîtier est dans un caisson télécommandé, relié à la surface par un fil. Et tu as maintenant, en 2000, à Sydney, j'allais physiquement dans l'eau. On n'était pas beaucoup d'ailleurs à l'époque. Il y avait Hans Klutmeyer de Sport Illustrated qui faisait ça, et USA Today et moi. Et on mettait un boîtier sous l'eau télécommandé. Maintenant, on a un plongeur qui est chargé de le faire pour toi. Donc tu lui dis, je veux qu'il soit là, etc. Donc pour le boîtier sous l'eau, c'est encore une autre problématique, mais pour les plafonds, c'est 20 jours avant les Jeux. Tu décides un peu de ton angle, mais c'est un boîtier que tu peux bouger, tu sais, et zoomer même. Donc, ils vont nous appeler, ils nous ont dit, on va vous appeler pour aller mettre votre robot en place. Et puis après, si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas de robot. Et ce sera qui le copyright des robots? Celui qui tiendra l'ordinateur, donc un photographe. Et tu pourras envoyer les images directement depuis les robots aussi? Oui, voilà, donc tout l'enjeu de robot, c'est d'avoir un accord avec le CIO et une carte de transmission spéciale. Donc ça, c'est mon boulot d'essayer d'avoir tout ça. Je suis dedans, ça me procure quelques suées froides. J'ai peur de ne pas y arriver, donc je mets les bouchées doubles et c'est compliqué. Ça, et la cérémonie d'ouverture dont parlait Bernard, t'es déjà dedans aussi, parce que on annonce quelque chose d'assez pharaonique, là, le long de la scène. On imagine un petit peu les problématiques de sécurité, d'affluence, quand on connaît un petit peu Paris et les transports. Moi, j'ai pas eu de place. Personnellement, j'ai essayé d'en avoir, c'était trop cher. Alors, toujours pareil avec le responsable presse du CIO. Je sais qu'il y aura des endroits pour la presse. Et après, à chacun d'entre nous, enfin des photographes, la concurrence, de trouver des lieux qui vont nous permettre de faire une photo que les autres n'auront pas. C'est là qu'intervient le fameux caractère dont tu parlais tout à l'heure aussi. Oui, alors là, je vais charger des photographes d'aller, on en a déjà parlé avec Bernard, c'est pour ça qu'il l'évoquait, d'aller repérer des endroits qui seraient intéressants et où ils iront se placer si j'ai pas dit, tiens, toi, tu seras au Pont-Neuf, là-bas, il y a une péniche photographe, machin, tu charges à toi de trouver un bon angle. Bernard, je l'ai chargé avec moi, enfin, de me seconder pour trouver des robots à meilleur prix et pour qu'on aille voir comment ça marche. Parce que tous ces robots, en fait, c'est des boîtiers télécommandés un peu sophistiqués. Il faut que ce soit validé par le CIO. Bon, de toute façon, avant les Jeux Olympiques, il y a quand même 2-3 petits événements qui vont se produire. Et probablement le plus important et le plus rapidement, ça va être le Tour de France. Ouais. Donc, on a entendu Bernard Papon, qui est le spécialiste du vélo pour le magazine L'Équipe, nous parlait des problématiques de réactivité qu'il était important d'avoir en cas
en cas de problème de matos. Ça arrive souvent sur le Tour de France, c'est hyper compliqué puisque tout ça bouge en temps réel. Quand tu gères un photographe, tiens d'ailleurs sur le Tour de France, est-ce que c'est toi qui book aussi le motard qui va le piloter? Je me repose entièrement sur Bernard Papon. C'est la méga star de la Choisis ses photo, pilotes. de la photo de vélo. C'est lui qui est sur la moto. C'est lui qui doit choisir ses motards parce que moi, je ne vais pas faire le go-between sur un truc. J'ai fait 8 fois le Tour de France, bon, donc j'ai une petite expertise. Je n'ai pas l'expertise de Bernard. Il faut choisir son pilote. On lui confie sa vie. Bernard, il a déjà eu un accident grave sur le Tour où il a été mobilisé 6 mois avec la jambe cassée. On a déjà des motards qui ont été blessés. Donc, je ne fais pas l'intermédiaire pour... Déjà parce que je ne veux pas me dire je vais prendre ce mec-là parce qu'il est moins cher, alors que j'ai besoin de l'hypersécurité, moi. Moi, je veux que les gars ils soient en confiance avec un motard. Le motard, c'est même lui qui décide quand tu fais la photo sur le Tour. Si tu as un 24-70, il y a des motards. Steve Meyer, par exemple, qui est le motard de Bernard, il sait quelle optique tu as, il sait exactement où il doit mettre sa moto pour que tu fasses le portrait du mec, tout en roulant à 50 km/h. Donc cette expertise-là, tu ne l'as pas comme ça. Déjà, pour être motard, il faut être accrédité Tour de France, il faut que tu passes des stages de moto, etc. Et ensuite, il faut être en plein accord, en osmose avec ton photographe. Autrement, si tu t'entends pas avec lui, c'est la cata, quoi. Donc, Bernard, il a cette expertise depuis 25-30 ans, je crois. C'est le méga photographe du sport cyclisme. J'ai entièrement confiance en lui et je me repose sur lui complètement. Je me fie à son analyse, à son expertise. Il est, comment dire, sincère et honnête, toujours. Jamais il va essayer de me la faire à l'envers. Donc, carte blanche, et je l'écoute. Et après, mon boulot, c'est d'essayer de le satisfaire. Il y a parfois des refus d'obstacles parce que tu parlais des risques, il faut en être conscient. Quand tu montes sur une moto sur le Tour de France, ils peuvent dévaler des descentes à plus de 90 à l'heure pour suivre les cyclistes. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a des photographes tout simplement qui refusent d'aller sur les motos? Parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas y aller. Non, tout le monde ne peut pas y aller, il faut être volontaire déjà. Tu ne vas pas imposer quelqu'un sur un Tour de France ou sur une course vélo, quelle qu'elle soit. La course vélo, c'est extrêmement compliqué à cause des conditions météo déjà. Si tu as peur de la vitesse, si tu as peur de la foule, tu peux pas faire une course vélo. Donc, il y a des photographes qui m'ont dit jamais. Bah oui, jamais, c'est pas un problème. Il y en a qui me disent, moi, je veux le faire. Donc, j'envoie les gens qui veulent le faire. Je vais pas envoyer quelqu'un qui est mal à l'aise. Donc, je n'envoie que des volontaires sur le Tour. Alors, après le Tour de France, on a aussi la Coupe du Monde de rugby qui va arriver très prochainement. Bon, c'est un peu moins dangereux que le Tour, la personne n'est à moto, mais est-ce qu'il y a des spécificités particulières pour cet événement international qui est la Coupe du Monde de rugby? On a accrédité 5 photographes pour cette compétition qui aura lieu dans différentes régions. Donc, il y a aussi des photographes de région. On ne va pas couvrir tous les matchs, en tout cas tous les matchs de l'équipe de France et de ses principaux concurrents, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre, l'Irlande, évidemment. Donc, on a choisi des matchs en fonction des régions et on a mis 5 photographes. Dès qu'il y aura un match de l'équipe de France, ils seront 3. Voilà, 5 photographes pour l'événement. Possibilité d'en rajouter un 6e qui, normalement, n'est pas prévu pour la Coupe du Monde, mais qui est accrédité. Et au cas où, s'il y en a un qui tombe malade, qui est blessé, qui a un accident, il faut aussi prévoir ces choses-là. Donc, c'est un peu l'organisation pour l'événement. Alain Monique, lui, c'est le spécialiste du rugby. On en parlait tout à l'heure. Donc, il sera sur l'équipe de France. Voilà, et on met des spécialistes parce que aussi ils ont la connaissance des gens qui sont sur le terrain. Donc les gens, je ne parle pas seulement des sportifs, des encadrants,
mais des organisateurs. Sur des Coupes du Monde, c'est souvent des anglo-saxons qui sont chefs de presse sur les stades. Et si tu veux obtenir un emplacement spécifique, une demande pour aller dans les cintres au-dessus du stade, etc., il vaut mieux connaître la personne qui organise. Et quand, comme Alain, ça fait 25 ans que tu traînes tes baskets et tes objectifs on leur refuse rien, quoi. sur les bancs de touche, quand ils demandent quelque chose, on l'écoute. Alors, toi, tu es ambassadeur Canon aussi, hein, parmi toutes tes cartes ou toutes les cordes que tu as à ton arc. L'événement d'ailleurs de la Coupe du Monde de rugby sera en partie sponsorisé par Canon également. Est-ce que ça veut dire que tu as accès à des boîtiers qui ne sont pas encore sur le marché, que c'est l'occasion pour tester des trucs un petit peu sympas? Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Rien du tout. J'aimerais bien, mais en fait, je ne suis pas le premier essayeur. Alors, pour information pour nos auditeurs, Franck devient tout rouge. Non, mais surtout, nos auditeurs et nous-mêmes aussi, comme on est tous un peu geeks dans l'âme, c'est la minute geek de cette discussion. Ouais. Il est fortement question d'un futur très beau boîtier professionnel dans la gamme R. Bon, on se dit comme ça que tu fais peut-être, éventuellement, partie des quelques privilégiés qui ont l'occasion, à un moment ou à un autre, de mettre les mains dessus avant tout le monde. Ils doivent savoir que j'ai une langue bien pendue. Donc, ils m'ont pas mis dans la confidence. J'ai, comme toi, comme vous, les amis, entendu parler d'un R1. Ouais, on a à peu près les mêmes sons de cloche. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Alors, est-ce que c'est comme un R3, mais avec 45 mégas, j'en sais rien. Moi, s'il y a une nouveauté, à mon avis, c'est qu'il y aura quelque chose en plus et je la veux. Et je la veux parce que pour les mêmes choses, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour les mêmes raisons, s'il y a une nouveauté et si ça améliore la photographie, je vais vouloir l'avoir. Moi, quand tu as pour mission de faire les meilleures photos avec le meilleur matos et que ça peut t'améliorer ton quotidien, nous, on doit le faire, on doit le prendre. On serait inexcusable si on ne sautait pas sur une nouveauté qui nous permette de faire un meilleur travail. Et au-delà de ça, ton statut d'ambassadeur, ça te permet d'avoir du matériel plus facilement. Ça te permet donc peut-être de le toucher en avant-première, mais bon, ça tu le diras pas, même si c'est le cas. Parfois, bien sûr, parfois. Regarde le 100-300 pour Roland Garros. Je l'ai eu directement de l'Europe, parce qu'en fait, je suis ambassadeur de rang 1 européen, comme Pascal Maître, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un ami. Donc, je suis à un haut niveau d'ambassadeur, mais je ne suis pas essayiste, je ne sais pas. Bêta-testeur. Bêta-testeur, non. Mais je fais un retour sur expérience. Mais je m'aperçois que je ne suis pas écouté. Ah bon? Non, mais je plaisante avec ça. Mais nous, au journal L'équipe, mais je sais que c'est pareil à l'AFP ou des choses comme ça. Quand tu vas sur un reportage, tu rentres un numéro de reportage sur tes images dans ton boîtier. Quand elles arrivent au journal, tout de suite, il y a une arborescence qui tombe avec tes photos, le lieu, l'événement, etc. Et le nom du photographe, du journal, pam, pam, ça tombe. On appelle ça des champs IPTC. Je n'arrive toujours pas à leur faire comprendre qu'il faut qu'on puisse rentrer nos champs IPTC de manière simpliste dans le boîtier. C'est-à-dire, on prend un menu, champ IPTC, on rentre notre numéro et boum, terminé. Il ne faut pas qu'on pense plus loin. On n'a pas à penser plus loin. Eh bien non, c'est depuis des années. C'est le seul petit reproche que je fais à ma marque préférée, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer les champs IPTC de manière simple. Et il faut toujours qu'on passe par un téléphone ou un ordinateur. Et c'est une perte de temps, c'est une source d'erreur surtout. Et moi, je déteste les sources d'erreur parce que la moindre erreur met en danger tout l'échafaudage. Ouais, le message est passé en tout cas. Hein. Peut-être que d'ici les JO 2024, tu seras enfin entendu. Sur ce nouveau boîtier. Va savoir. T'as une info? Moi, je la cherche. Bon, l'actualité sportive, c'est pas uniquement raconté sur
sur ce rythme effréné du quotidien à l'équipe, hein. Chaque semaine, l'équipe magazine propose des sujets de fond et accorde une place de choix à la photographie. Géraldine Catalano, rédactrice en chef de l'équipe magazine, met l'accent sur les moyens qui sont mis en œuvre pour la production de sujets en interne, ce qui est devenu plutôt rare dans le paysage médiatique actuel. Elle souligne aussi ta capacité à toujours ramener une histoire. On écoute. Le mag a une très grande sensibilité, je dirais, à l'iconographie en général. Et concernant les reportages photos maison, on essaie, nous, d'allier des reportages maison, donc faits par les photographes de ce qu'on appelle les photographes du staff, hein, ils sont 9 en comptant Franck, avec des écritures un peu différentes. Donc on essaie d'allier des sensibilités, des écritures différentes au sein même du magazine, de manière à surprendre chaque semaine. Sur le plan comptable, je crois ne pas me tromper en disant qu'on a produit 200 reportages photos l'an dernier. Ça vous donne une idée du volume, c'est quand même très important. Je parle vraiment hors achat photo, en pure production photo maison pour le mag seul. On atteint ce chiffre-là de 200 reportages donc en 2022, ce qui est considérable quand même compte tenu d'une économie quand même des médias et celle des magazines plutôt à l'austérité. Et dans l'écosystème de l'équipe, c'est aussi très important. Je pense qu'on représente le magazine, enfin le support qui produit le plus de sujets. Voilà, ça vous donne quand même la mesure de l'importance qu'on accorde à cet art, sachant aussi qu'on a lancé un concours photo cette année, l'année dernière, amateur. On essaie à la fois de faire vivre les archives photos, le fonds d'archives considérable donc à l'équipe, et se tourner vers la modernité, vers les photos d'action, vers les photos purement esthétiques. On a vraiment une approche qu'on essaie donc d'être la plus complète possible pour aborder cet art en fait qu'est la photo. Alors évidemment, ce qui est important sur un sujet pour l'équipe magazine, c'est l'histoire Oui. qu'on veut raconter. C'est quoi une bonne histoire pour l'équipe magazine? Une bonne histoire pour l'équipe magazine, c'est quelque chose qui va procurer de l'émotion et l'envie de lire le magazine, hein. Donc, il faut une accroche, il faut un exploit, une histoire humaine poignante, un portfolio exotique. Il y a plein de sources d'histoires qui sont à notre portée, hein. Ça peut être une histoire d'homme, une histoire d'un événement, une date anniversaire. Tout est prétexte à faire une histoire. Et la bonne histoire, c'est celle qu'on arrive à mettre en page et on va essayer de fédérer le maximum de personnes par l'intermédiaire de la photo, mais aussi du texte, des histoires racontées par des talentueux rédacteurs pour encourager les gens à venir acheter le magazine. Et puis parfois, c'est des sujets de société très forts. Peut-être Tout à tu peux fait. nous dire un mot de la formidable couverture et du très beau sujet photographique que tu avais fait avec la judokate Clarisse Abguenenou. Agbeneno, oui. C'était un sujet vraiment très marquant. Mhm. Euh, C'était les seins. Les seins, donc la difficulté de pratiquer le sport avec évidemment la poitrine féminine. Parfois, c'est compliqué, notamment Clarisse avec un sport de combat, un sport de contact ou la course, etc. Donc, on avait abordé ce sujet-là et moi, j'avais été chargé de faire la photo de une du magazine avec Clarisse. J'ai la chance que Clarisse m'apprécie beaucoup, ainsi que son agent, Nadia Benabelwed, qui, quand je l'ai appelé pour réaliser cette couverture, m'a dit oui, c'est un super thème, je sais que ça va plaire à Clarisse, mais il va falloir qu'on convainc beaucoup de monde autour d'elle, son entourage, sa famille, de poser les seins nus. Donc, je pense que le fait que ce soit moi le photographe, qu'elle soit en confiance, a fait que nous avons réussi à faire cette une, mais avec beaucoup de pudeur. Évidemment, c'est pas une poitrine affichée, c'est suggéré. Clarisse est très belle, donc c'est une en noir et blanc.
J'ai adoré faire cette séance photo, mais même à tel point que j'étais dans l'émotion et concentré, etc. Je ne me souviens pas d'avoir vu les seins de Clarisse, tu vois. À aucun moment, je n'ai le souvenir d'un corps dénudé devant mon objectif. J'ai toujours été concentré et sur les paroles que je lui donnais pour la diriger. Parce que là, on est à l'inverse de Lionel Messi, quoi, tout à Ouais, l'heure. Là, tu as du temps. j'ai du temps, l'espace est confiné. C'est un petit studio que j'ai monté au sein du journal, hein, on a un studio photo, et il y a peu de monde. Surtout, il y a la maquilleuse, il y a son agent, il y a la rédactrice et il y a le DA, je crois. Donc, c'est tout. Alors que j'ai déjà fait la dernière séance que j'ai fait en studio d'Antoine Dupont, j'avais 17 personnes autour de moi, avec des gens qui font des commentaires, etc. Donc là, c'est le C'est un photographe shooting de l'équipe. mode, là. Ouais, Ouais, c'est ça. En fait, je me suis greffé sur un shooting pour la SNCF et qui m'ont permis de faire une incursion pour faire la une du mag. Et enfin, bref. Donc là, c'est à l'opposé, c'est quelque chose de minimaliste dans l'intimité, avec un éclairage aussi un peu intime, un clair-obscur. Et je me devais de parler, de lui expliquer ce que j'allais faire, voilà, pour la mettre en confiance, parce que c'était difficile pour elle et pour moi. Je voulais pas décevoir non plus sa famille, je voulais pas quelque chose de vulgaire. Et voilà, ça a été un gros travail. J'ai beaucoup pensé avant. De la même manière que quand je plonge où il y a des requins, j'y pense beaucoup avant pour ne pas être surpris pendant. Alors, quand tu travailles en quelque sorte pour le journal L'équipe, tu l'as dit tout à l'heure, tu es souvent seul. C'est vrai. C'est un travail qui est très seul. Par contre, là, pour le magazine, l'approche, elle est un peu différente puisque tu travailles en binôme avec le rédacteur, un journaliste. Ça change quelque chose pour toi? Est-ce que ça te plaît de travailler en équipe, du coup, comme ça? Ah, mais j'adore le travail en équipe. Autrement, je serais pas en plus, je ne serais pas le rédacteur en chef, je m'occupe des autres. Moi, j'adore m'occuper des autres. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce poste de management, même si je suis pas très fait pour le management, mais oui, j'adore travailler en équipe. J'aime échanger, j'aime me marrer, j'aime qu'on participer à quelque chose avec d'autres. Je pense que c'est un peu le cas de tous les photographes du journal. Je vois bien quand on est plusieurs sur un événement, personne n'a envie de voler la vedette à l'autre. Il y a beaucoup de dialogue. J'aime travailler avec cette équipe-là, et notamment avec les rédacteurs avec qui tu lis des liens d'amitié à force de partir avec quelqu'un, ou tu as des vraies aventures, quoi, des vraies histoires. Tu rentres dans l'intime de la personne. Quand tu passes 15 jours en Nouvelle-Zélande, comme Alain Monique avec Karim Ben Ismail en ce moment, ils m'ont envoyé des photos, ils sont en train de jouer de la guitare le soir après le boulot. Tu vois qu'il y a une histoire qui se crée. Et ça, c'est vraiment gratifiant dans ta vie de vivre ce genre de choses. Mais j'aime autant être seul aussi. Ce week-end, je vais partir faire un sujet. Je ne vais pas le dévoiler. Mais il y a de la moto. Mais je suis seul. Ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Voilà, je vais aller fureter tout seul. Je vais monter mon histoire tout seul. Ça, c'est aussi sympa, quoi. Et quand tu bosses pour l'équipe mag, par rapport à l'équipe au quotidien, est-ce que tu penses tes images différemment? Ou est-ce que tu te dis, bah tiens, là j'ai un peu plus de temps, donc je pense portfolio, je pense la couve aussi différemment. Est-ce que c'est une autre manière de photographier? Est-ce que tu photographies moins peut-être? C'est totalement différent. Une approche magazine et l'approche du journal. Le journal, tu dois être très factuel. Et le magazine, tu dois être très, très arty. Tu dois oser des choses que tu ne fais pas pour le journal et qu'on ne comprendrait pas pour le journal. Donc, je peux très bien faire du film avec un vieux Canon F1 pour du magazine. Et jamais je ferai ça pour le journal. Jamais, mais jamais de la vie. Je fais des portraits
très face-to-face pour le journal, parce que quand tu feuillettes le journal, tu dois aller à l'information immédiate, donc reconnaître la personne ou t'amener à faire découvrir une personne. Le mag, tu peux emprunter un chemin beaucoup plus sinueux, avec une signature de chromie différente. C'est un terrain de jeu beaucoup plus créatif, le magazine. Les magazines. En plus, on a des directeurs artistiques maintenant, Pierre Vandel, Yann Leduc, Christophe Grillet, qui nous encouragent à faire ce genre de choses. C'est important d'être conforté dans une idée que tu peux avoir. Parce que si tu vas avec une idée, tu ne sais pas ce que les autres en pensent, tu vas là-bas avec l'angoisse chevillée au corps, tu vas pas être à l'aise. Tu reviens, tu n'auras aucun commentaire sur ce que tu as fait. Ben c'est la loose. C'est vraiment, tu te dis, mais à quoi ça sert ce que Ça je fais t'arrive ça parfois? Malgré ton statut, malgré les années d'expérience? de partir sans... Non, ça ne m'arrive pas, mais je ne veux pas ça. Moi, je veux voir les gens. Je dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Et il me dit, ah non, un peu exagéré. Donc, ok, je mets sur les freins, je vais faire autre chose. Ou au contraire, ah non, mais ça c'est bien, c'est une bonne idée, et tout ça. Et là, on va me dire, fais un détail supplémentaire, j'ai besoin de rythme dans mon magazine, donc il faut que tu penses à faire ci, à faire ça. Donc moi, même quand j'appelle un photographe pour le magazine, j'ai déjà ma petite idée de ce que moi j'aurais fait. Donc je lui explique ce que moi j'aurais fait déjà, et après je dis, mais le DA va t'appeler, hein. Donc le DA appelle pour lui cadrer beaucoup plus le sujet. Bon. Ça, c'est pour ton travail à l'équipe. Pendant le peu de temps qui te reste de temps libre, eh ben, tu continues évidemment à faire de la photographie, mais là, une approche beaucoup plus intimiste, le plus souvent sous l'eau, aux côtés d'un grand monsieur, l'apnéiste, écrivain et réalisateur de courts-métrages, Guillaume Néry. Alors, vous avez publié l'an dernier un livre en petit format avec des photos en noir et blanc en édition limitée qui s'appelle Un bain sous la mer. Il nous parle de ce projet dont tu as eu l'initiative suite à la lecture de l'autobiographie de Guillaume, Nature aquatique, parue aux éditions Artaud. Franck, en lisant ce livre, a eu cette idée de réaliser, a eu cette envie que l'on réalise ensemble une série de photos très proches de la surface qui pouvaient raconter en images qu'est-ce que c'était que le bain de mer, le bain en hiver, le bain sans combinaison, tout simplement avec un masque et pas plus de 5-10 mètres d'eau. C'est comme ça que le projet Un bain sous la mer est né. Il est venu au mois de février ou mars, en tout cas quand l'eau était au plus froid, en 2022. On a réalisé pendant plusieurs jours ces images où il fallait être très efficace parce que moi en maillot de bain, j'ai une durée de vie limitée dans l'eau glacée. Et l'idée c'était vraiment de raconter en images ce que j'ai pu décrire dans Nature aquatique. Voilà, aimer marcher dans l'eau, me promener, prendre un caillou entre les mains, m'amuser le long des grosses chaînes, là où il y a les bouées le long desquelles je nage toute l'année à la plage de la Réserve à Nice. Ces promenades que je peux faire dans les champs de Posidonie, cette plante subaquatique endémique de la Méditerranée. Et donc voilà, on a fait toute une série de photos dans ce décor. La surface est toujours très proche, assez présente. Il y a toujours ce référentiel, soit de surface, soit du fond, qui est pas loin, pour vraiment rendre l'expérience visuelle accessible, en fait, que tout le monde puisse s'identifier. Et Franck, depuis le début, a eu envie de faire ce projet en noir et blanc. Il a toujours cette capacité à anticiper et à avoir une vision. Et ben là, sa vision était claire. Sa vision, c'était faire des photos en noir et blanc. Et on en a réalisé ensemble, du coup, ce petit projet qui s'est soldé par une exposition à Initial Labo et par la création d'un petit livret photographique d'art, 1000 exemplaires, sur un papier très spécial. Et comme j'ai toujours cet amour aussi des mots, j'ai essayé de faire une introduction au livre par quelques lignes de 3 pages sur qu'est-ce que le bain de mer. Voilà. Même si je l'avais développé dans Nature aquatique, j'ai essayé de le faire vraiment à propos et qui colle le plus aux images de Franck. Donc voilà, on a encore d'autres idées à explorer avec Franck qui nous trotte depuis un moment et on espère que l'on va
Normalement, ça risque de se faire. D'ici la fin de l'année, on va enchaîner sur un autre projet. Alors, Franck, finalement, tu te considères comme un photographe qui va faire des photos sous l'eau ou comme un plongeur qui sait faire de la photo? Non, j'ai toujours dit que j'étais un photographe. Et après, je plonge parce que j'aime les apnéistes. Je fais pas de photos de poissons, hein. Mais je suis photographe qui plonge pour faire des photos. Donc, je suis pas un apnéiste. Évidemment, j'ai fait beaucoup de natation étant jeune à Dunkerque. J'ai passé mes diplômes de plongée parce que j'étais passionné de Cousteau. Donc, à 16 ans, j'avais tous les diplômes. Quand j'ai rencontré les apnéistes, parce que c'est vraiment ces gens-là, je les aime, hein. C'est vraiment des aventuriers. Pour moi, ils réunissent en eux tout ce qui est l'exploration pure. C'est-à-dire qu'en plus, c'est dans l'eau sans respirer. Donc, tu vois, on parlait de Pesquet avant cette émission. Il y a plus de gens qui ont été sur la Lune que de mecs qui ont été à 100 mètres de profondeur. Oui, dit comme ça. Mais rappelons qu'il y a plusieurs catégories d'apnéistes, parce qu'il y a la catégorie No Limit qui était avec le FUM, et puis il y a Poids Constant aussi. Au-delà de 150 mètres, les oui, autres. Voilà. Ouais. Par contre, ils sont tous décédés ou ont eu des gros problèmes de santé. Il y en a un qui est arrivé à 252 mètres quand même. Mais donc, j'admire ces gens-là. Du coup, je me perds un peu dans ce que je voulais te dire, mais je n'ai pas cette capacité physique à faire comme eux, hein. Pas du tout, loin de là. Mes photos, je les fais entre 0 et 30 mètres, c'est pour te dire. Je ne suis pas évidemment, j'étais un peu plus profond au début, mais moi, c'est la photo qui m'intéresse. Et comme j'admire ces gars-là, je plonge parce que ça se passe dans l'eau. Et donc, je m'adapte. Mais un des premiers que j'ai fait, c'était Pierre Frolat, le monégasque. Lui, l'aventurier type qui va aller nager avec des crocodiles, des requins. C'est avec lui que je suis allé faire les requins pour la première fois en Afrique du Sud. Tout ça, quand il m'a vu, il a dit « Bon, tu vas repasser tous des diplômes de plongée ». Ce que j'ai fait. Je suis resté 2 mois à Monaco, dans une chambre de bonne, pour aller passer à nouveau tous mes diplômes de plongée que j'avais en français, je les ai repassés en anglais pour pouvoir plonger partout dans le monde. Donc voilà, c'est ça mon engagement, c'est d'essayer de ne pas les emmerder quand je suis là, de ne pas les squatter. Je viens pour les documenter, en fait, parce que je les admire. Morgane Bourchis, Alice Modolo chez les femmes, Julie Gauthier, évidemment Guillaume, c'est l'ami, je l'admire profondément, je lui trouve tellement plein de talent, j'adore les gens qui ont du talent, les photographes et les autres, et Guillaume, c'est un athlète de très haut niveau, il écrit un bouquin, il devient écrivain, il fait une photo, je lui demande d'arrêter parce qu'il va me faire de l'ombre. Enfin, tu vois, Il a fait de très beaux portraits de toi d'ailleurs. Oui. Heureusement qu'il était là. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pour te dire que je suis photographe. Il n'y a pas longtemps, je fais des photos de parachute. Je suis prêt à sauter de l'avion, il n'y a pas de problème, pour faire une belle photo. Et là, il nous parlait de Un bain sous la mer, dans votre dernier projet. Tu as fait en noir et blanc. Ouais. Du coup, tu peux nous dire un mot de ce projet? Qu'est-ce que ça représente pour toi sur une édition très limitée? C'est presque un petit objet d'art. Voilà, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Je suis dans un petit truc chic et distingué pour les amoureux de l'image. J'ai toujours aimé les petits livres. Tu vois, il y a les photos poches, il y a ces trucs-là, j'adore. Photo poche, c'est une formidable collection. Ouais, voilà, alors je vais en acheter Très beau un. papier en petit format. Ouais. Et un jour, j'en ai vu un peu plus grand, mais moins de pages, signé par un grand photographe de Magnum. Et là, d'un seul coup, j'ai un trou sur son nom. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et j'ai acheté ce petit bouquin, qui est plus un petit livret de 20 pages, en fait. Et quand Guillaume m'a... Sergio Larraine, non? C'est pas lui. Mais je crois que je vois. Non, c'est le coloriste. Gruyère?
C'est pas c'est Gruyart, oui, t'as raison, c'est ça. Et le coloriste belge, ouais, c'est lui. Et quand Guillaume m'a montré son livre et qu'il m'a dit tiens, tu peux le lire en avant-première, j'ai lu cette histoire de baignade m'a marqué. Mais c'est quand même la baignade d'un athlète de haut niveau. Lui, il fait 5 bornes, il descend à 10 mètres, il remonte, c'est la balade. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour mon projet de petit livre chic, de faire ça en noir et blanc. Lui, les cheveux détachés, pas du tout comme un cosmonaute de la profondeur. Quelque chose où on pourrait s'identifier. En plus, il y a mis des jolis mots, des jolies phrases. Et donc, c'est un petit projet personnel. Je n'ai pas voulu d'éditeur. Hein. On a mis la main à la poche pour le faire parce que ça nous faisait plaisir de le faire. Je l'ai fait au même format que son livre de poche pour que ça aille ensemble. Si jamais tu étais passionné d'apnée ou de photo ou des deux, ou de son écriture, tu puisses le mettre dans le même espace. Et c'est marrant parce que toujours dans l'impression, on a entendu Alexis Berg tout à l'heure, donc, qui gère les éditions Mons, où il a publié récemment ton livre, Oui. une monographie, L'autre horizon du monde, où là aussi, finalement, le format est plutôt réduit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de ton travail. Mais je lui ai demandé. C'était une volonté. Je te dis, j'aime les petites choses, les petits objets qu'on a envie d'emporter avec soi. Tu sais, moi, j'ai des petites boîtes, j'ai des petits machins. Je te disais aussi, je peux très bien acheter un livre, une revue pour une photo que je trouve belle et l'emporter avec moi. Donc, si c'est petit, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire un grand livre si jamais on m'en donne l'occasion. Mais j'en ai fait un chez Glénat, il était plutôt grand. J'aimerais aussi, mais pour mes projets personnels, quand c'est moi qui suis un peu à l'origine de ça, je veux des petites choses qu'on aime, qui sont mignonnes, qu'on a envie d'emporter, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de choyer. Voilà, et d'où ces formats. Oui, à l'inverse de tes tirages dont on va parler, qui eux, pour le coup, sont pas petits formats. En tout cas, on sent vraiment ton attachement, alors évidemment pour la photographie, mais pour l'objet photographique, que ce soit à travers évidemment les livres dont tu as parlé, et puis ton plaisir finalement d'exposer des images au cours de festivals devant des gens qui sont en train de faire une petite partie de pêche. En tout cas, c'est possible d'acquérir des tirages numérotés de certaines de tes photos à la galerie Jean-Denis Walter. Alors Jean-Denis, c'est un ancien rédacteur en chef de l'équipe Magazine qui exerce le métier de galeriste depuis 10 ans à Joinville-le-Pont. Il est tombé sous le charme de tes photos d'apnée dès 2006 et il expose ton travail réalisé en tant qu'indépendant en marge donc de tes activités pour le journal L'Équipe. On l'écoute. Quand il a fait One Breath, bon, j'ai été subjugué, quoi. C'est vraiment un travail d'une poésie folle, quoi. Évidemment que on s'est dit que ce serait vraiment l'esprit de la galerie et que dans une édition originale, on pouvait faire des trucs magnifiques. Franck, dès le départ, il voulait plutôt en faire des œuvres assez rares. En fait, c'est privilégier une édition très courte. Il n'y a que 6 tirages en vente par photo. Et avec des petits formats qui sont déjà grands. C'est-à-dire que le petit format, c'est 80-120. Donc, c'est absolument magique. C'est-à-dire que quand vous voyez ça en vrai, en grand comme ça a vraiment des effets, c'est très puissant, mais c'est surtout très apaisant. C'est un truc, c'est super beau. Chaque fois que j'expose, en fait, le travail de Franck, tout le monde est sensible. C'est très difficile de pas aimer ça. Ça semble même improbable. On a même la manière dont on les présente, où on tire sur un papier le Ultra Smooth en anemoule qui donne un côté un peu soyeux, et puis on les présente souvent en diasec. Donc c'est un encadrement assez moderne, c'est un plexiglas, enfin le tirage il est pris en sandwich entre du plexiglas et une plaque d'alu-dibond. On met une caisse américaine autour, ça fait un objet final absolument somptueux. Tu es autant sensible finalement au tirage d'exposition, aux œuvres d'art de tes photos qui sont exposées sur les murs d'une galerie? Ouais, alors là, c'est un peu mon côté prétentieux. Faut quand en je- avoir honte, Il est hein. bien caché, hein.
Non, mais si tu veux, ce travail avec Guillaume, pour moi, c'est une œuvre personnelle, hein. Je ne veux pas y mettre de grandes guillemets, mais c'est une œuvre personnelle. Guillaume, c'est un personnage exceptionnel. Donc, je ne veux pas brader ce qu'on fait, ce qu'on a fait ou ce qu'on fera pour simplement 100 balles de plus, quoi. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire des grands tirages parce que je veux qu'on s'immerge dans le tirage. C'est du grand bleu, c'est de l'aventure, il faut être immergé dans ce tirage. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur des petites photos que je peux aimer, là, cette aventure-là, il faut qu'elle soit montrée en grand. Donc, je ne veux pas de petits tirages pour de l'exposition. Je veux que du grand et je veux que du rare, en fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas, à l'inverse de tout le reste, je veux le montrer en grand parce que c'est rare et que j'ai pas envie de le brader. Alors, j'imagine déjà un peu la réponse que tu vas nous faire, mais selon toi, c'est quoi la place de la photo de sport, du coup, dans le domaine de l'art? Qui sont les acheteurs ou les collectionneurs de photos de sport? La place de la photo de sport, il n'y a pas de place en fait. J'en vois pas beaucoup. Je te disais, c'est un peu le parent pauvre de la photo, hein. Malheureusement, parce que c'est quand même une photo extrêmement compliquée et difficile à faire. Il faut être hyper rapide, hyper technique. Donc, moi, j'arrive avec ce travail à... C'est un peu au-delà de la photo de sport. Alors, il y a une dimension physique, mais du coup, c'est au-delà de la photo de sport. Et donc, on peut avoir la prétention de dire que ça commence à être un peu artistique. Et mais c'est tout. Je vois pas beaucoup d'autres exemples sur le sport. Il faut que ce soit comme Alexis Berg, l'ultra trail avec des paysages, qui fait que les gens ont envie d'acheter ce type de tirage. Mais je vois assez peu de gens acheter des tirages de photos de sport. Alors, il y a eu des ventes aux enchères organisées par l'équipe. J'ai d'ailleurs le record de la plus grande vente aux enchères de la photo de sport en France, en tout cas avec l'équipe, puisque j'ai une de mes photos de natation de Camille Lacour qui a été vendue à 17 000 €, ce qui est le record. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et donc, c'est un collectionneur, je crois, lillois, qui a acheté plusieurs tirages, dont des miennes. Plusieurs œuvres. Plusieurs œuvres. Et dont celle-là, vente aux enchères à 17 000 €, ce qui fait une vente nette à 15 000, enfin un truc comme ça, mais elle est frappée à 17 000. Autrement, on n'a pas trop d'exemples de photos qui s'envoleraient, de photos de sport qui s'envoleraient, hein. Voilà. Chez Jean Denis, j'ai des tirages qui sont à 10 000 €, ce qui est une somme. Et là, je pense qu'il y a des amoureux de la photographie combinés au sport et à l'art qui font l'investissement. Mais bon, il y a peu de tirages, hein. C'est de 1 à 3. Voilà, c'est pas un commerce. Donc, il y a peu de gens qui mettent ce prix-là pour une photo de sport. Alors qu'il y a d'autres photos qui peuvent s'envoler à 30, 40 000, 50 000 €. Mais c'est pas du tout du sport. C'est peut-être les mêmes qui achètent le zoom RF 100-300 mm à 2.8. Hein. Peut-être. Peut-être. Quitte à choisir, moi, je partirais plus sur un tirage. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ok.